Alors, commençons. Alors ça, c'est la seule que j'ai déjà montrée, mais vous allez voir pourquoi je commence par elle. Donc, un enfant qui a une diarrhée profuse apparue dès les premières heures de vie. Pas d'hydramniose, une hyperéchogénicité intestinale in utero, mais le diagnostic anténatal était négatif. C'est un enfant prématuré. La mère a un lupus sous plaquenil et aspirine. Il n'y a pas de consanguinité parentale. Et on suspecte une allergie aux protéines du lait de vache, donc on met l'enfant sous hydrolysa de protéines du lait de vache. Ça ne marche pas. Ensuite, on le met à jeun. Il a toujours une diarrhée importante. Il fait même un choc hypovolémique avec acidose et hyponatrémie. Il va en réanimation. Le ionogramme des selles est là. Aucune particularité. Pas d'élastase fécale, pas de bilan infection négatif. Donc, je rappelle que les parents ne sont pas consanguins. Et donc, quel est l'examen indispensable? Alors, il y en a qui l'ont déjà eu, ceux-là, donc j'espère qu'ils s'en souviennent. Quel examen indispensable prescrivez-vous? Anticorps dans le cadre d'un lupus, la mère a un lupus, je vous rappelle. IgE spécifique anti-PLV, insuffisance rénale, test de la sueur, biopsie. Alors, anticorps, qui dit anticorps? Qui dit IgE spécifique anti-PLV? Levez la main. Qui dit insuffisance rénale? Qui dit test de la sueur? Qui dit biopsie? Non mais vous dites rien là. C'est interactif, hein, je vous rappelle, sinon je vais me sentir bien seul. Bon, allez, je vous aide. Bien sûr qu'il fallait faire des biopsies. Et voilà le résultat des biopsies. En plus, c'est un cas que j'ai déjà présenté. Hein. Voilà les biopsies. Donc, une bordure en brosse épaissie, voire dédoublée. Absence complète de bordure en brosse. Donc, vous avez fait le diagnostic de maladie cœliaque, non? Allergie aux protéines du TLH? Déficit immunitaire? Maladie des inclusions microvillositaires? Dysplasie entérocytaire? Bon, bravo, vous participez bien, ça me fait plaisir. Donc, c'était une maladie des inclusions microvillositaires qui va être confirmée au diagnostic. Je vous rappelle que c'est une maladie rare, on va voir que les parents ne sont pas consanguins. Et cet enfant n'a vraiment pas de chance, puisqu'il a hérité d'une mutation, d'un variant, de ses deux parents, mais qui n'est pas le même. Ils ne sont pas consanguins, donc ce n'est pas le même. C'est vraiment de la malchance, hein, parce que c'est une maladie rare, et avoir hérité d'avoir la même mutation chez ses deux parents qui n'étaient même pas du même pays. Donc vraiment, c'était une malchance terrible. Alors, c'est un enfant qui est toujours suivi dans le service avec une dépendance totale à la nutrition parentale. C'est une maladie épouvantable, hein, et il est obligé il perd 1 litre par jour de sel. Et donc, il a une nutrition parentale à domicile, et c'est une des rares indications encore persistantes à la transplantation intestinale, parce que c'est très compliqué. Alors, juste un petit rappel hein, pour les maladies des inclusions microvillositaires, c'est ce qu'on appelait avant l'atrophie microvillositaire. Donc, c'est une maladie autosomique récessive. Donc, la plupart du temps, les parents sont consanguins, mais là, ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez, c'est une maladie très rare, hein, moins de 1 sur 1 million, et ça donne une diarrhée aqueuse néonatale profuse, intraitable, avec une acidose sévère, une déshydratation, tout ce qu'avait cet enfant, et quelques atteintes associées. Alors, la physiopathologie, c'est que vous voyez normalement l'appareil de Golgi, ici, le réticulum plasmique, fabrique par le gène MYO5B, fabrique les molécules qui doivent être dans la bordure en brosse pour la constituer. Et là, quand on a une mutation, eh bien, il n'y a pas de transport de ces composants, et donc il n'y a pas de microvillosité. Donc, c'est des enfants qui ne sont pas capables d'absorber ce qu'ils mangent. Alors voilà, juste un petit rappel avant de passer à la deuxième situation. Quand vous avez une diarrhée congénitale à début néonatal, vous regardez si ça disparaît ou pas au repos digestif. Si ça disparaît au repos digestif, je ne sais pas pourquoi c'est coupé, si ça disparaît au repos digestif, c'est soit une malabsorption du glucose-galactose, soit un déficit primitif en lactase, donc deux pathologies très rares. Et si ça persiste, c'était le cas ici, notamment quand ça a débuté en période néonatale, s'il y a un hydramnios, diarrhée sodéchlorée ou sodée congénitale, et en l'absence d'hydramnios, c'était le cas, je vous rappelle, maladie des inclusions ou dysplasie entérocytaire. Et puis ensuite, il y a les syndromes tricho-entérohépatiques, les cytopathies mitochondriales, etc.
Alors, deuxième situation, j'ai été vite parce que j'avais bien présenté, avec un diagnostic différent. Donc, c'est une fille de 2 mois hospitalisée pour diarrhée persistante. Grossesse, accouchement sans problème. Elle a du lait premier âge depuis la naissance, donc elle a 2 mois, je vous rappelle. Et pendant les 5 premières semaines, donc presque 1 mois et demi, elle a pris 30 grammes par jour, c'est-à-dire une prise de poids tout à fait correcte, avec 3-4 selles normales par jour. Donc pendant les 5 premières semaines de sa vie, elle était parfaitement normale. À 5 semaines, donc, elle fait une gastroentérite fébrile, assez sévère, mais la copro et la virologie des selles ne montrent rien. Mais gastroentérite fébrile, c'était donc probablement infectieux. Elle est réhydratée par voie IV, donc c'était une gastroentérite sévère, puis péros. Et lors de la réalimentation, elle rechute. On poursuit la réhydratation IV pendant plusieurs jours, ce n'est pas chez nous, hein. On poursuit la réhydratation IV pendant plusieurs jours, puis voyant que ça ne marche pas, après plusieurs jours, nos collègues mettent une nutrition entérale par sonde avec une formule à base d'acide aminé, et rien n'y fait. La diarrhée persiste. Et donc, à ce moment-là, cet enfant arrive dans notre service. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Poursuite de la nutrition entérale avec un hydrolysadri, parce que vous vous souvenez, il avait été mis sous acides aminés. Mise en route d'une nutrition parentérale exclusive, antibiothérapie probabiliste, il y avait une gastroentérite fébrile, ou perfusion d'immunoglobuline dans le cadre d'un déficit immunitaire. Tout le monde dit B? Plus C. Bon, nous on a fait que B. Bon, c'est bien, au moins il y en a une qui suit. Bravo. Alors on a mis une nutrition parentale exclusive pendant 3 semaines, je vais le dire plus tard, voilà. Donc, sous la nutrition parentérale, l'enfant a 1 ou 3 selles par jour. Petites selles, mais elle a toujours des selles au cours de la nutrition parentérale. On a refait la coproviro négative. Et après 3 semaines de nutrition parentérale exclusive, on va la réalimenter avec un hydrolysat de protéines du lait de vache. Et elle va plus récidiver sa diarrhée. On va réintroduire les protéines du lait de vache dans la foulée. Ça va être parfaitement toléré. Et 1 semaine plus tard, elle sort d'hospitalisation. Elle est revue 1 puis 3 mois plus tard. Elle va parfaitement bien. Alors la question que je vais vous poser, c'est quoi? D'après vous, c'est une situation fréquente. Tu as dû en voir, Marc, des situations comme ça. Alors c'est une dysplasie entérocytaire, d'après vous? Une allergie aux protéines du lait de vache? Une allergie aux acides aminés? Un déficit immunitaire ou une diarrhée grave rebelle? Bravo. Alors, ça n'existe plus, hein. J'ai gardé l'ancien terme diarrhée grave rebelle, mais c'était quoi avant? Donc, c'est vraiment une situation qu'on a vue des dizaines de fois. Ça arrive après une gastroentérite banale. Donc là, elle était très bien, elle fait une gastroentérite banale, souvent un peu sévère, mais banale quand même, chez un jeune nourrisson ou un nouveau-né, qui est parfaitement sain. C'était le cas de cette fille, hein. Elle était parfaitement saine. On retrouve presque jamais de germes, ni viral, ni bactérien, et c'est souvent une mauvaise prise en charge. Vous vous souvenez, cet enfant, elle a été réhydratée, puis comme elle a récidivé, elle a été réhydratée encore à nouveau. C'est souvent des enfants qui ont 9-10 jours de réhydratation IV sans être alimentés. Et donc, c'est ce qu'on appelait jadis la diarrhée grave rebelle, c'est-à-dire c'était des enfants qui avaient une diarrhée qui persistait, qui se dénutrissaient, la dénutrition entretenait la diarrhée, la diarrhée entretenait la dénutrition, et on se retrouvait devant des enfants qui, avant la nutrition parentérale, mouraient. C'est pour ça qu'on appelait ça une diarrhée grave rebelle. Alors bien sûr, dedans, il y avait probablement des maladies entérocytaires qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais feu le professeur Podnowski m'en parlait, et il me disait que c'était des enfants qui restaient des semaines. Il y en a qui s'en sortaient miraculeusement, mais certains mouraient. Et donc, dès que vous voyez ces enfants-là, c'est simple, hein, c'est 2-3 semaines d'alimentation parentérale, donc de repos digestif, qu'on pourrait dire. Il ne faut pas oublier de leur donner un tout petit peu de lait pour entretenir l'oralité. Et la diarrhée peut persister pendant la nutrition parentérale exclusive. C'est assez fréquent que la diarrhée persiste.
Et une fois qu'il a été bien réalimenté, normalement, ils guérissent comme cette jeune fille, totalement. Il faut savoir que ça nous est arrivé, parfois on est obligé, notamment quand les internes ou les chefs sont un peu pressés et qu'ils introduisent l'alimentation un peu plus tôt, un peu trop tôt, on peut repartir pour 1 à 2 semaines de nutrition parentérale. Notre cas le plus sévère, ça a été 2 mois en tout de nutrition parentérale, mais c'est un enfant qui a quand même guéri. Alors bien évidemment, ça c'est les meilleures solutions. Mais quand on voit ces enfants arriver, on les met en repos digestif, puis ensuite on va réintroduire, et parfois, ce n'est pas une diarrhée grave rebelle telle qu'on l'entend, mais une véritable entéropathie congénitale à début tardif, comme une dysplasie entérocytaire par exemple. Et là, rien n'y fait. À chaque fois qu'on réalimente, l'enfant récidive. Et là, il faut faire le bilan d'une entéropathie congénitale. Bien sûr, ça arrive, notamment un déficit immunitaire qu'on peut voir comme ça, ou une dysplasie épithéliale. Donc c'est une situation fréquente, moi j'en ai vu beaucoup. Alors on continue avec un nouveau cas clinique. Donc un garçon de 11 ans qui vient avec une douleur de la fosse iliaque droite. Il a fébrile depuis 24 heures et le clinicien a une doute sur une défense de la fosse iliaque droite et suspecte donc, à juste titre, une appendicite. Et il demande une échographie. Alors d'après vous, parce que le radiologue, il va vous répondre. Donc parmi les signes échographiques suivants, quels sont les 2 dont la sensibilité et la spécificité sont de 98%? Il y a des radiologues dans la salle? Ah ben, il n'a pas le droit de répondre. S'il y a un radiologue, il n'a pas le droit de répondre. Alors, il y a appendicite incompressible, diamètre de l'appendice supérieur à 6 millilitres, hyperémie de l'appendice, graisse périapendiculaire épaissie ou présence d'une fécalite. AB. Non, 2, là, il en faut que 2. Hein. Donc, j'entends AB, j'entends BD, BE, BD, AB. Ça vous excite en tout cas, ça, c'est bien. Hein, ça vous a réveillé. 98%. Hein, c'est-à-dire que si le radiologue répond ces 2 signes-là, c'est sûr que c'est une appendicite quasiment. B et BD. Donc, vous dites BD. BE, AB, BE, BDE. Allez, on va terminer le suspense. C'est AB, bravo. Qui est-ce qui avait dit AB? Bravo. Alors effectivement, regardez, donc il y a une référence, hein, et je remercie mon collègue, le professeur Ducou-Lepointe, qui est le chef du service de radiologie de Trousseau, qui m'a donné ces images et ces idées, bien évidemment. Je ne suis pas radiologue. Donc, si le radiologue dit l'appendice est incompressible et 98% de sensibilité et de spécificité, c'est énorme. Hein, et si le diamètre de l'appendice, vous voyez, ici c'est l'appendice qui est pathologique, si le diamètre de l'appendice qui est mesuré ici est supérieur à 6 mm, 98%. Donc le C hyperémie, vous voyez que c'est très mauvaise sensibilité, bonne spécificité mais très mauvaise sensibilité. La graisse j'entendais beaucoup de BD. La graisse périappendiculaire, c'est spécifique, mais c'est très peu sensible. Donc on la voit rarement. Enfin, le fécalite, c'est très débattu parce qu'on peut avoir un fécalite sans que ce soit pathologique. Et donc, vous voyez, là, c'était cet enfant qui avait cet appendice et le radiologue appuyait, elle était incompressible. Vous avez bien vu l'image, et voilà maintenant sa vraie appendice. Regardez, voilà l'appendice là, et voilà, vous voyez, c'est la même image. Donc, voilà pour l'appendice. Mais là, ça vous a excité. Alors, j'espère que celle-là aussi va vous exciter. Combien de temps il reste? 5 minutes. Donc, c'est une fille de 5 ans qui n'a pas d'antécédent notable. Elle fait 2 viroses ORL consécutives et apparaissent alors des douleurs abdominales diffuses avec des vomissements qui sont initialement alimentaires puis qui deviennent bilieux. Elle n'a pas de trouble hémodynamique, elle n'a pas de purpura, elle a un abdomen dépressible mais une douleur diffuse à la palpation, pas de masse, des bruits hydroariques présents, donc elle n'est pas en occlusion. Elle est apyrétique et l'échographie abdominale montre un boudin d'invagination colocolique de 22 mm.
Donc, devant cette invagination, le radiologue va désinvaginer, comme vous le voyez bien, hein. On voit ici l'invagination, et petit à petit, il va réussir à désinvaginer. Alors, une question va arriver, hein, je vous rassure. Donc, on se dit, ben voilà, on revient en arrière, hein, devant ce tableau-là, on se dit, ben c'était l'invagination qui lui faisait mal au ventre, qui la faisait vomir avec des vomissements bilieux. Donc, maintenant qu'on l'a désinvaginée, elle va guérir. Mais ça ne marche pas. Les douleurs abdominales persistent, elles sont intenses, et apparaissent des vomissements bilieux et une occlusion, avec arrêt du transit et des gaz. Elle maigrit de 4 kilos, et à l'examen, elle n'a pas de trouble hémodynamique, hein, fréquence cardiaque normale, une pression artérielle normale. Pardon ? Absolument. Donc, une auscultation cardiopulmonaire normale. L'abdomen est bien, il n'y a pas de contracture, il n'y a pas de défense. Il y a des bruits hydroaériques qui sont assourdis. Elle est pâle, elle n'a pas de purpura. Regardez bien maintenant les examens biologiques. C'est là où est la solution du problème. Alors, on va les voir quand même précisément. Elle a une petite anémie, enfin, elle n'a pas une anémie, elle est limite. Hein. Alors, attendez. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Elle a une polynucléose, enfin, une hyperleucocytose, pardon, des plaquettes un peu augmentées, et regardez le taux de prothrombine est bas, facteur 2, 67%, facteur 5, 125%, facteur 7, 55%, facteur 10, 41%, facteur 13, 39%. Protide à 49, une CRP un peu élevée, albumine 25, donc basse, préalbumine 184, normal, bilan hépatique normal, IgG diminué, IgA normal, IgM un peu diminué. Mettez-vous bien ça dans la tête, la solution est là. Alors, avant de voir la solution, je vais vous poser d'abord une première question qui n'a rien à voir avec la solution. Enfin, si, qui a à voir avec la solution, mais c'est juste pour vous faire raisonner. Donc, on reprend ça. Regardez l'hémostase, avec un facteur 5 normal, mais 2, 7, 10 diminué, et un TP diminué. Et regardez tout ce qui est en gras, CRP à 9, albumine 25, préalbumine 0,84, IgG, IgM diminué. Alors, ma question est la suivante. Avec quoi ces examens biologiques sont-ils compatibles? Qui pense qu'ils sont compatibles avec une insuffisance hépatocellulaire modérée? Alors, A, qui pense que A est vrai? Ben, levez la main maintenant, parce que j'entendais A. Qui pense que A est faux? Je vous rappelle que le facteur 5 est normal. Voilà. Donc, alors, il y en a la majorité, c'est-à-dire 3, contre 1 pense que le A est faux. Qui pense qu'il y a une CIVD? Une entéropathie exsudative? Un déficit immunitaire? Regardez les IgG. Et une dénutrition, tout simplement. Alors, encore une fois, on n'est pas en voie directe avec le diagnostic. Mais voilà ce qu'il fallait répondre. Bravo à ceux qui ont dit A et C. Donc, je rappelle une chose, parce que certains réagissent mal. Le facteur 5 n'est pas un signe d'insuffisance hépatocellulaire. C'est un signe de gravité de l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, regardez, dans l'insuffisance hépatocellulaire modérée, c'est d'abord 2, 7, 10 qui diminue, mais le 5 reste normal avant. Donc, c'est ce qui est écrit là. Hein. On a d'abord une diminution des facteurs 2, 7, 10, puis du facteur 5. Donc, comme on l'avait vu chez cet enfant, ça, c'est compatible avec une insuffisance hépatocellulaire. Je n'ai pas dit que c'en était une. Hein. C'est après, vous voyez, que quand les autres facteurs se sont effondrés, que le facteur 5 commence à diminuer. Et vous savez qu'un facteur 5 qui approche des 30%, c'est dans un centre de transplantation hépatique. Il y a 2 exceptions. Il y a la CIVD avec une insuffisance hépatocellulaire, ça peut se voir dans une insuffisance hépatocellulaire aiguë, où là, il y a une consommation de facteur 5. Et donc, on a un truc paradoxal avec une insuffisance hépatocellulaire avec le facteur 5 qui est très diminué. Mais comme quelqu'un l'a très bien dit, les plaquettes diminuent aussi à ce moment-là. Donc, on éliminait le CIVD. Et la carence en vitamine K,
on évoque toujours, hein, je crois que ça n'existe quasiment pas, hein, la carence en vitamine K en l'absence de cholestase, et cet enfant n'avait pas de cholestase. Rappelez-vous, son bilan hépatique était normal. Ça ne peut pas être ça. Alors, deuxièmement, l'entéropathie exudative. Alors, j'ai plus rien, mais je continue ou pas? Parce que sinon, vous n'aurez pas le diagnostic. Hein. Donc, je vous rappelle, pour avoir une entéropathie exudative, le signe, c'est une albuminémie effondrée avec une préalbuminémie normale. Tout simplement parce que quand on perd des protéines du plasma dans l'estomac et dans l'intestin, les protéines du plasma sont digérées, puis absorbées, les acides aminés sont absorbés, et la synthèse protéique se poursuit. Et donc les protéines à demi-vie longue, comme l'albumine, n'ont pas le temps de se refabriquer, c'est pour ça que leur taux diminue, alors que les protéines à demi-vie courte, comme la préalbumine, ont le temps de se renouveler. C'est un peu pareil pour les immunoglobulines. Les immunoglobulines G ont une demi-vie très longue, 21 jours, donc elles diminuent beaucoup, alors que les IgA et les IgM, elles ont une demi-vie plus courte et sont absolument presque normales. Chez cet enfant, les IgM étaient un peu diminués, mais les IgA étaient normales, vous vous souvenez. Par contre, dans les autres causes, c'est-à-dire une perte rénale, une perte hépatique, insuffisance hépatocellulaire ou une inflammation, cette fois, on a soit une perte de protéines, mais une perte sans réabsorption, soit une synthèse insuffisante, foie et inflammation. Et là, c'est l'inverse. C'est les protéines à demi-vie courtes qui s'effondrent, donc la préalbumine, puis les protéines à demi-vie longue, l'albumine. Donc ça, c'est comment distinguer. Donc cet enfant, elle a une entéropathie exudative, parce qu'on va quand même venir au diagnostic. Elle a une entéropathie exudative et elle a un trouble de l'hémostase. Alors, on refait une échographie à cet enfant et on trouve un épaississement circonférentiel des parois du deuxième duodénum et des anses jéjunales proximales. C'est tout. Vous vous souvenez de son tableau, hein, elle vomit, elle n'est pas bien. Voilà donc ce qu'on trouve. Alors, quel est le seul diagnostic qui est compatible avec l'ensemble du tableau clinique? C'est-à-dire qu'il faut tout expliquer, biologique et radiologique. Alors, attendez, qui pense à A, syndrome de la pince aorto-mésentérique, elle a perdu 4 kilos? Non. Qui pense au lymphome du grêle? D'accord? Qui pense à un diaphragme duodénal incomplet? Qui pense à un purpura rhumatoïde? Si, il y en a un qui pense à un purpura rhumatoïde. Qui pense à une maladie de Crohn? Alors, et vous, messieurs, vous pensez à quoi? Les spécialistes? J'ai bien dit avec l'ensemble du tableau clinique, biologique et radiologique. Bravo. Je ne sais pas qui, au fond, avait trouvé. Tout le monde se moquait de lui. Bravo. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Parce qu'il y avait un signe qui vous a mis sur la voie. Non, alors l'imagination, oui, mais il y avait un autre signe. Facteur 13 diminué. Dans le lymphome, il n'y a pas de facteur 13 diminué. Bravo Khalid. Donc, c'est une une histoire vraie. C'est une histoire tellement vraie que je l'ai fait tomber à l'internat. J'ai fait tomber cette question à l'internat. Beaucoup plus simple, hein, quand même, parce que là, c'était... Donc, rappelez-vous, le facteur 13 est à 39%. Et un facteur 13 diminué, c'est un signe de gravité des formes digestives du purpura rhumatoïde. Donc, il faut vraiment tout regarder précisément. Il y a l'entéropathie exudative. Les lymphomes du grêle ne font pas d'entéropathie exudative. Donc, ce n'était pas compatible, le lymphome du grêle. L'épaississement des parois pouvait être compatible avec un lymphome du grêle, mais aussi avec un purpura rhumatoïde. Et puis, il y avait eu une virose, 2 viroses, et effectivement, la suite de l'histoire, c'est que on n'avait pas fait le diagnostic tout de suite, mais on a été facilité. Mais si je vous l'avais dit, ça aurait été trop simple pour vous. Est apparu un purpura vasculaire au niveau du flanc gauche et des fesses, 20 jours, et c'est décrit, 20 jours après le début des douleurs, avec une extension au membrane au membre sup, et qui vont disparaître 2 semaines plus tard. Et d'ailleurs, cet enfant, tous les jours, je demandais aux internes de l'examiner de la tête aux pieds pour voir si les purpuras n'allaient pas apparaître.
Donc, elle a été aspirée par le centre de Ok. Salem, elle a eu une nutrition parentale exclusive, elle a eu des édèmes qui ont nécessité de l'albumine, et elle est sortie 6 semaines, après 6 semaines d'hospitalisation, c'est une forme sévère de purpura rhumatoïde, avec donc sans séquelles, notamment pas de séquelles rénales, ce qui peut se voir parce que vous savez que les formes digestives sévères ont plus souvent des atteintes rénales, mais par chance, cet enfant-là n'avait pas d'atteinte rénale. Donc, regardez bien, je reviens juste en arrière parce que j'étais passé rapidement pour ne pas vous mettre sur la voie, mais vous auriez dû être interloqué. Pourquoi il a mis un facteur 13? Bravo à vous, en tout cas, d'avoir trouvé, parce que c'était ça, l'élément. Vous savez, c'est comme une enquête, Sherlock Holmes. C'était, vous voyez, vous regardez un film, et puis à la fin, vous avez le tueur, et il y avait un petit truc qui vous avait échappé, on revient en arrière dans le film, et vous voyez que c'était ça qui avait permis le diagnostic. Voilà.